Bonsoir à tous, bienvenue dans Ça vous regarde, une heure de débat parlementaire et politique. Et l'info de la journée, c'est Manuel Valls qui déclenche de nouveau l'article 49.3 pour forcer l'adoption du projet de loi travail. Manuel Valls, qui à sa façon rend hommage à son maître à penser, Michel Rocard, disparu ce week-end. Michel Rocard qui utilisa à 28 reprises l'article 49.3. Adoption de la loi sans vote et sans débat. Le projet de loi travail qui fait son retour à l'Assemblée nationale sur fond de tension. 12e journée de contestation sociale, les dernières manifestations avant la pause estivale. Au-delà de la lecture politique sur ce débat, on va essayer aujourd'hui de prendre un peu de hauteur et nous intéresser au fond de la loi, à l'article 2 de la loi qui consacre la primauté des accords d'entreprise sur les accords de branche en matière d'aménagement du temps de travail. C'est ça qui cristallise l'hostilité des opposants à la réforme. Progrès ou régression? Plus généralement, cette loi travail, est-ce la réforme phare du quinquennat de François Hollande? On en parle avec vous via notre partenaire, le JDD, notre site internet lcp.fr, hashtag CVR, ça c'est pour les tweetos, et notre compte Facebook pour être tout à fait complet. On en parle surtout avec nos invités. Christophe Sirugue, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député socialiste de Saône-et-Loire et rapporteur du projet de loi travail. Face à vous, Isabelle Le Callennec, bonsoir. Vous êtes députée d'Ille-et-Vilaine et vice-présidente des Républicains. Merci d'avoir accepté notre invitation. Robert Rochefort, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, vice-président du MoDem et député européen du groupe de l'Alliance des démocrates et libéraux pour l'Europe. Enfin, Benjamin Amar, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes responsable de la politique revendicative de la CGT. Avant de commencer à débattre, retour sur cette journée mouvementée à l'Assemblée nationale avec Stéphanie Despierres. 15 heures devant les députés, le Premier ministre acte le recours au 49.3. Je ne veux pas laisser certains mettre en scène les divisions, alimenter les fractures, jouer, oui jouer avec les institutions par simple tactique à des fins politiciennes qui ne prennent pas en compte l'intérêt général et celui des Français. C'est pourquoi j'ai donc décidé d'engager la responsabilité du gouvernement. Avant même la fin du discours de Manuel Valls, les députés de droite quittent l'hémicycle. Le débat verrouillé, le bazar dans la rue, écoutez, c'est une mascarade et maintenant, rendez-vous dans 9 mois devant les électeurs. L'aile gauche du PS dénonce cette seconde utilisation du 49.3 sur la loi travail. Aujourd'hui, le pays a besoin de démocratie et de solutions crédibles face au chômage. On lui inflige une grande violence avec un nouvel usage de l'article 49.3. Jusqu'au dernier moment, il y a eu une tentative de compromis au sein de la majorité socialiste. Lundi, environ 120 députés PS avaient déposé un amendement sur la majoration des heures supplémentaires. S'il était adopté, les frondeurs étaient prêts à voter la loi travail. Mais mardi matin, la réunion du groupe PS a été très agitée. Manuel Valls leur signifie une fin de non-recevoir. On nous répond, tout compromis est une compromission. En d'autres termes, Manuel Valls a raison sur tout et qui n'est pas sur sa position est irresponsable. Je pense qu'à travers cette forme d'intransigeance et de brutalité, on crée les conditions d'un échec collectif de la gauche. À l'issue de la réunion mardi matin, les députés comprennent qu'il y aura 49.3. Pour les proches de Manuel Valls, c'était la seule solution. C'est inévitable parce que, comme le Premier ministre l'a rappelé, il y a toute une partie de députés socialistes qui ont déjà la primaire en tête et qui ont envie de régler des comptes avec François Hollande. La loi travail sera donc adoptée sans discussion, sauf si une motion de censure est votée. Dans tous les cas, le texte repartira au Sénat. Voilà, d'abord une réaction, Christophe Sirugue, Manuel Valls qui dégaine le 49.3, il n'avait pas le choix. Bon, je pense qu'on a largement débattu de ce texte, d'abord en première lecture. On a débattu en commission durant toute une journée. Il y avait plus de 1200 amendements déposés pour l'examen de ce texte. Je considère que nous avons à la fois pu faire évoluer le texte de manière significative. Il demeure des désaccords. Il faut les entendre, il faut les respecter, mais à un moment, je pense que nous avions besoin de dire qu'aujourd'hui, parce que ces éléments ont été intégrés, nous devons passer à autre chose et c'est important. Isabelle Le Callennec. Écoutez, moi je regrette ce nouveau 49.3 qui est de nouveau un passage en force. On s'était préparé, nous les Républicains, à débattre avec la majorité. Nous avions déposé une centaine d'amendements qui revenaient bien sûr sur ceux que vous aviez déposés en commission des affaires sociales. Moi je regrette vraiment que sur un texte aussi important qui prétend moderniser le dialogue social, il n'y ait pas eu moyen, ne serait-ce que par la représentation nationale, d'avoir un vrai débat, un vrai dialogue et un vote
qui dirait si oui ou non vous êtes majoritaire sur un certain nombre d'articles qui en effet posaient difficulté à l'intérieur de votre propre majorité, tout simplement parce que c'est pas ce qui avait été proposé par le président de la République quand il a été élu en 2012. C'était pas sur ce projet-là. Robert Rochefort, au Parlement européen, il n'y a pas de 49.3. Non, mais c'est... Heureusement qu'il n'y a pas de 49.3. La différence entre le Parlement européen et le Parlement français, c'est qu'il y a des capacités de travailler entre plusieurs groupes politiques. Moi, je constate que vraiment, il y a un archaïsme de notre système politique français qui fait que, par cette bipolarisation excessive, il n'y a qu'un côté qui a le pouvoir, et quand ce côté-là se divise, qu'il est minoritaire et qu'on assiste à la guerre des gauches, comme on l'assiste actuellement, et ben là, il n'y a plus de possibilité de travail parlementaire du tout. Le gouvernement dit qu'il est arrivé à un compromis social, et c'est pour cela d'ailleurs qu'il veut préserver l'accord qu'il a obtenu, paraît-il, avec la CFDT. Mais du côté de la politique, il n'y a aucun compromis. Alors par rapport au 49.3, moi je crois que le vrai problème, c'était la première fois. En première lecture, pourquoi y a-t-il eu ce 49.3 de cette façon-là? À partir du moment où il était en première lecture, je ne vois pas par quel miracle on pouvait y échapper en deuxième lecture. Benjamin Hamar, réaction? Quand on l'a appris, on était en manifestation tout à l'heure, et je vous assure très très rapidement, moi ça m'a rappelé... Tu es surpris ou pas? Pas surpris, parce qu'on sentait la petite musique arriver quand même. On sentait la petite musique arriver. Et vous savez, moi ça m'a rappelé, moi je suis prof d'histoire, ça m'a rappelé la première phrase des Catilinaires de Cicéron, vous savez. Jusqu'à quand enfin, Catilina, vas-tu abuser de notre patience? Jusqu'à quand enfin, Manuel Valls et le gouvernement vont abuser de notre patience? Ben, rien n'est tabou, et l'entendre tout à l'heure sur votre antenne, oser dire qu'il dénonce ceux qui alimentent les fractures, franchement, vaut mieux entendre ça que d'être sourd. Faut être né 8 jours avant la honte pour sortir un truc pareil. C'est inacceptable. Je rappelle que nous, alors, donc les débats parlementaires sont court-circuités, donc il n'y a pas de débat. Mais en même temps, nous, si vous voulez, en tant que syndicalistes, ça nous étonne qu'à moitié. Il a fallu que qu'on mène une bagarre incroyable pour arriver à manifester. C'est-à-dire qu'il a fallu, autour du 23-28, on avait suspendu comme une épée de Damoclès la menace d'interdiction des manifestations. Donc si vous voulez, c'est la politique du coup de force permanent, c'est inacceptable. Mais à mon avis, tout ça, cette manière d'imposer la loi avec le 49.3, ce sera une victoire à la Pyrrhus. C'est un aveu de faiblesse, c'est un gouvernement aux abois. En tout cas, c'est prévu par la Constitution. Hein. Le texte sera considéré comme adopté, sauf si les députés déposent et adoptent une motion de censure. Hein. La 5e République laisse le droit de déposer une motion de censure contre le gouvernement jusqu'à demain, 15h. Hein. Le groupe Les Républicains n'en déposera pas. Reste à savoir ce que feront les frondeurs du Parti Socialiste. Le point avec Elsa Mondagava. Une chose est sûre, cette fois la droite ne déposera pas de motion de censure. Rendez-vous dans 9 mois devant les électeurs. La motion, nous l'avons déjà déposée en première lecture. On peut continuer comme ça indéfiniment. Je pense que les Français ne supportent plus et on aura le bol pour tout dire de ce gouvernement. C'est donc à gauche que les choses s'organisent. Nous sommes déterminés à déposer cette motion de censure de gauche avec calme, avec détermination, face à la violence qui est celle du Premier ministre. Les communistes vont donc la signer, ainsi que les écologistes non inscrits et une partie des frondeurs. Évidemment, on se concertera pour voir si dans le temps très court qui nous est imparti, on est en mesure de déposer une motion de censure. On en a la volonté et la possibilité. Reste à savoir combien, car pour pouvoir déposer une motion, il faut la signature de 58 députés. En première lecture, après d'intenses tractations, il avait manqué 2 voix. Aujourd'hui, le chef de file des frondeurs espère bien les obtenir. Je pense qu'il y a une profonde lassitude des députés devant l'enfermement du Premier ministre dans ses certitudes et le caractère très blessant du ton et des paroles ce matin peuvent conduire aussi des députés à signer cette motion de censure. Mais le fait que la droite ne dépose pas de motion et l'horizon d'une primaire chez les socialistes pourrait en dissuader certains. De plus, si jamais une motion venait à être déposée, les députés socialistes signataires s'exposeraient à des sanctions. Le premier secrétaire du Parti socialiste s'est exprimé très clairement, en indiquant très clairement que ceux qui signeraient cette motion de censure seraient sanctionnés, voire exclus du Parti socialiste. Donc chacun maintenant est informé. Et pour certains députés légitimistes, il faudrait que les frondeurs quittent d'eux-mêmes le groupe parlementaire. On aurait dû acter depuis longtemps qu'un certain nombre de députés, à force d'être dedans ou dehors, eh bien, ils auraient été aussi bien dehors que dedans. Les députés de gauche hostiles au texte ont jusqu'à 15h15 demain pour déposer une motion.
Isabelle Le Callennec, le groupe Les Républicains ne déposera pas de motion de censure. Pourquoi? On l'avait déposé au cours de la première lecture. On avait expliqué pourquoi. On en avait profité pour exposer quelles étaient nos propositions pour réformer le marché du travail qui en a bien besoin. Cette motion de censure, elle serait aujourd'hui inutile puisqu'on n'a pas la majorité. On l'a vu la dernière fois pour la voter. En revanche, on va continuer à s'exprimer sur ce qui, pour nous, permettrait aujourd'hui de créer de l'emploi et de redonner de la compétitivité aux entreprises. Et le compte n'y est pas dans ce texte-là. Moi, je m'apprêtais à défendre une motion de rejet du texte. Donc, je crois que les Français, ils en ont assez des petits jeux politiques et politiciens. On va continuer, à expliquer ce qu'il y a dans cette loi, puisqu'en fait, à mon avis, la première erreur que vous avez faite, c'est de ne pas expliquer ce qu'il y avait dans la loi. Il y a encore des Français qui manifestent et qui ne savent pas ce qu'il y a dedans, et vous n'avez pas fait la pédagogie du monde nouveau, entre guillemets, qui nécessitait justement de faire bouger les lignes. Et donc, vous avez imposé un texte qui ne satisfait aujourd'hui plus personne, ni les organisations syndicales de salariés, ni le patronat. J'étais encore hier dans ma circonscription avec des chefs d'entreprise qui vous disent que, franchement, entre la première version que vous aviez imaginée et celle aujourd'hui qui est dans le texte, qui a été en plus modifiée pour précisément essayer de rallier à vous des députés socialistes ou frondeurs qui s'éloignaient, n'est plus du tout un texte qui est à la mesure des enjeux dans notre pays. Donc nous, on ne la redépose pas, on va voir ce que font... Christophe Sirugue, il n'y a pas eu de pédagogie pour reprendre les mots, d'explication de la loi, pour reprendre les mots d'Isabelle Le Callennec? Chacun l'a reconnu, en tout cas chez nous. On a vu même des manifestants, des fonctionnaires qui manifestaient contre la loi. Il y a eu un démarrage extrêmement difficile de ce texte de loi. Et ça, c'est un passif que l'on portera pendant tout l'examen du texte. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, à ne se focaliser que sur certains aspects du texte, on en oublie de mettre en avant tous les articles qui permettent à la fois de répondre à des enjeux particuliers, je pense au droit à la déconnexion, à des problématiques lourdes, je pense aux travailleurs détachés, ou en tout cas à la fraude au travail détaché, je pense à des problématiques de formation, je pense à la garantie jeune, je pense à la médecine du travail sur lesquelles il y a des évolutions à opérer. Il y a dans ce texte des éléments extrêmement forts, extrêmement puissants par rapport à la réalité d'une évolution du monde du travail. Le monde du travail d'aujourd'hui n'est plus le même que celui auquel nous étions confrontés il y a encore quelques années. Et donc, faire évoluer à la fois l'approche qui est la nôtre par rapport à ce monde du travail, sur les enjeux de la mondialisation, sur les enjeux de l'individualisation à l'intérieur de l'entreprise, sur les enjeux de l'émergence de certaines formes d'emploi qui ne sont ni du salariat, ni des travailleurs indépendants. Tout cela est dans le texte, et il est vrai que parce que nous sommes focalisés sur un sujet extrêmement important qui est celui de l'article 2 sur lequel nous allons revenir, nous en avons, dans cette affaire, oublié de communiquer sur tous les autres éléments du texte qui me paraissent importants. Voilà, donc on vient de voir un exposé très pédagogique de Christophe Sirugue sur cette loi. Elle vous plaît, cette loi, Robert Rochefort? Attendez, alors continuons sur cette logique. Je crois que c'est vraiment plus comme ça qu'il faut faire de la politique. Moi, j'entends tous les jours au Parlement européen dire « les citoyens sont éloignés du travail parlementaire ». Là, il y a une loi de 150 pages qui déboule comme ça, avec un article 2 qui fait une cinquantaine de pages. Vous vous rendez compte, quand on dit « c'est sur l'article 2 que ça se focalise », mais c'est quoi 50 pages ? Donc on est vraiment dans une situation qui est abracadabrante, c'est-à-dire que cette loi a été extrêmement mal préparée et on doit se poser la question pour l'avenir par rapport à ce qu'il faudra faire sur la réforme du travail à l'avenir et ce qu'il faut mettre dans une même loi. Tout un train de marchandises de 150 wagons dans lequel évidemment il y a des dispositions avec lesquelles nous sommes favorables, d'autres avec lesquelles nous ne sommes pas. Si je prends l'exemple de la formation politique et de derrière François Bayrou, par exemple, nous sommes d'accord avec l'inversion des normes et l'article 2 dans sa philosophie, mais nous sommes contre le fait que l'on permette d'un seul coup que les heures supplémentaires puissent ne plus être augmentées que de 10% simplement. Donc vous voyez, je crois qu'il faut vraiment plus travailler comme ça. Quant à la question, puisque vous l'avez posée quand même, motion de censure ou pas, sur le plan institutionnel, ça n'a aucun sens à 9 mois d'une élection présidentielle. En revanche, sur le plan politique, qu'est-ce que ça veut dire? Si elle est déposée, c'est une façon de sanctionner le fait qu'il n'y a plus une gauche, mais il y a un ensemble de gauches. J'ai d'ailleurs lu et écouté attentivement
Jean-Marie Le Guen, qui nous explique que lui-même, d'ailleurs, il amène des subtilités à l'intérieur des frondeurs. Il y aurait les demi-frondeurs, ceux qui sont fréquentables, les frondeurs qui ne sont plus fréquentables. Et donc, on a un peu l'impression que cette question de la motion de censure est une façon de voir si la gauche est éclatée façon puzzle, comme l'aurait dit Michel Audiard, ou si elle est éclatée en deux. Et ça, c'est quelque chose qui, d'une certaine façon, peut-être apportera une clarification. Si effectivement il y avait motion de censure, peut-être que le Parti socialiste serait obligé de trancher dans le vif et de savoir effectivement de quel côté il va et de ne pas penser qu'il peut réconcilier des choses qui sont en fait irréconciliables. Je voulais signaler ce tweet de Dominique Chaumard. Le piège ne se referme-t-il pas autour des frondeurs confrontés à leur responsabilité en déposant une motion de censure? Mais je pense qu'à un moment, nous sommes des hommes et des femmes politiques. Chacun doit être responsable de ses actes. En effet, la motion de censure est un dispositif qui existe dans notre Constitution. Il y aura une motion de censure des communistes et des frondeurs pour réussir à... Je pense en effet que... à réunir les 58 signatures de députés nécessaires pour déposer... Tout à l'heure, il y a des intérêts divergents. On l'a bien compris. C'est pas tout à fait la même chose, une motion de censure pour le groupe communiste qu'elle ne l'est pour certains adhérents du groupe socialiste. Donc, il y a des éléments contradictoires dans cette composante-là. La dernière fois, on avait même des gens du Modem qui étaient signataires de la motion de censure. Donc, soit dit entre nous... Il y en avait un et qui est en disponibilité du parti. Oui, enfin, je sais bien. Je peux vous donner les socialistes qui sont en disponibilité de leur parti aussi. Vous avez une propension à vous occuper de ce qui se passe au Parti socialiste. Je pense que vous occupez-vous de ce qui se passe dans votre parti. Je m'intéresse à ce qui se passe en France. Étant, je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une motion de censure potentielle. On verra ce qu'il y a une motion de censure potentielle. On verra ce qu'il en est. Ce que l'on sait, c'est qu'elle ne sera pas votée, sauf à ce que la droite vienne à voter une motion de censure de la gauche, qui me paraît, à mon avis, peu envisageable. Benjamin Amar, sur la pédagogie. Merci. Alors, moi, l'argument de la pédagogie, je l'aime beaucoup. J'y crois pas du tout. Alors, déjà, je voudrais, par rapport aux 3 interventions qui viennent d'être précédées, déjà, moi, je suis contre la hiérarchie des normes. Voilà. La CGT est contre l'inversion de la hiérarchie des normes, excusez-moi. Je suis contre l'inversion de la hiérarchie des normes et je suis contre, effectivement, l'esprit de cette loi et un certain nombre de mesures qui ont pu être évoquées précédemment. C'est-à-dire que la CGT, elle ne croit pas, elle, que c'est en s'attaquant au code du travail sous prétexte que le monde du travail aurait changé et qu'il faudrait donc accompagner en quelque sorte une flexibilité accrue. Non, ça, on ne le pense pas du tout. On pense également que les Français ont bien compris, la loi. Nous, on est venus, on a d'ailleurs 1 million de votations citoyennes. Hein. On a été à la rencontre des salariés, on a multiplié les rencontres devant les centres commerciaux, dans les lieux, dans les entreprises. On a multiplié les AG. Les gens comprennent très bien. Ils comprennent très bien ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, je crois qu'il y a un sondage Odoxa, le Parisien, qui est sorti il y a quelques jours, qui dit qu'il y a 64% des Français qui sont hostiles à l'article 2. Je pense que les gens ne sont pas bêtes. Ça me rappelle le traité sur la Constitution européenne en 2005. On nous expliquait partout que c'était trop compliqué, que les gens ne comprenaient pas. Je pense que c'est très méprisant. Les gens comprennent très bien ce qui se passe. C'est extrêmement dangereux ce qui est en train de se passer. Alors, Monsieur Sirugue disait, faut pas parler que de l'article 2. Très bien, parlons d'autre chose. Parlons par exemple des accords offensifs qui permettent d'augmenter le temps de travail sans augmenter les salaires. Vous croyez que les gens sont bêtes, ils comprennent pas ce genre de choses ? Quand on explique aux gens qu'on va leur baisser la majoration des heures supplémentaires, pensez-vous que les gens... Attendez, laissez-moi terminer. Pensez-vous que les gens sont bêtes et qu'ils ne comprennent pas ? Ils comprennent très bien ce qui est en train de se passer. Ce qui se passe en réalité, c'est que nous d'ailleurs, Monsieur Sirugue, la CGT avait appelé en 2007 en 2012, à battre Nicolas Sarkozy. Et c'est un choix. Vous avez raison de vous en souvenir et on l'assume tout à fait. Ça n'était pas pour retrouver la même politique, monsieur. J'aimerais terminer. Je ne vous ai pas interrompu. Oui, j'aimerais donc terminer. Des trucs qui sont pas exacts. Et ben vous, quand ce sera votre temps de parole, vous me direz que ce sera faux. En attendant, c'est moi. Je vous interromps pas. Et donc, il y a eu la loi Sapin en 2014. Il y a eu la loi Macron. Et il y a ce qui complète le triptyque aujourd'hui, c'est cette loi travail. Écoutez, je sais bien que on nous explique que, attention, on n'a pas bien compris, c'est une loi qui défend les intérêts des salariés. Mais si c'est une loi qui défend les intérêts des salariés, pourquoi il y a besoin de 249.3 pour le faire passer ? Pourquoi il y a le plus grand mouvement social depuis 40 ans ? C'est le plus long mouvement social depuis 40 ans. Pourquoi est-ce qu'on a voulu interdire les manifestations ? Donc ça n'est pas une loi. Vous savez, Monsieur Gattaz a dit, dans un premier temps, il n'y a plus rien dans la loi. Il a rendu service au gouvernement en essayant de gauchir le texte. Pourtant, il dit partout qu'il faut que l'article 2, à tout prix, que le gouvernement tienne bon sur l'article 2. Il n'arrête pas de le dire partout. S'il y tient tellement à cet article 2, c'est que c'est bon pour les salariés. Oui, la blague est trop bonne. Dans cette argumentation, tout est fait comme s'il y avait finalement une décision unilatérale de l'employeur qui imposait aux salariés une évolution de leurs conditions de travail. C'est nier le fait que tous ces accords dont nous parlons ne peuvent se faire que s'il y a un accord majoritaire. C'est-à-dire que s'il y a des organisations syndicales dans l'entreprise, que s'il y a des organisations syndicales qui représentent
50% qui donnent leur accord. Et donc, moi, je dis très clairement, parce que ma conviction, c'est que ça donne de la puissance aux organisations syndicales. L'organisation syndicale, dans l'entreprise, si elle représente 50% et qu'elle valide un accord d'entreprise, c'est qu'elle considère que dans les éléments, dans les items qui auront été retenus dans l'accord d'entreprise, où il n'y aura pas qu'un élément, des éléments dans l'accord d'entreprise, les salariés trouveront leur avantage à cet élément-là. Moi, je suis d'accord avec cet article 2 tel qu'il est présenté, et je vous dis... Parce que quand je vois mes électeurs aussi, ils n'ont pas compris ça. Non, mais ils comprennent. Ils n'ont pas du tout compris. Ils n'ont pas du tout compris que c'était soumis à un accord majoritaire de l'entreprise. Oui, mais ça veut quand même dire que vous n'avez pas été capable de l'expliquer. Non, ça veut dire que ça a été. Ça veut dire qu'il y a une compétition dans l'explication. Je vous accorde que c'est pas la CGT qui pouvait l'expliquer pour vous. Mais néanmoins, vous n'avez pas réussi à le faire. La difficulté qu'il y a eu, moi, je suis députée depuis 2012. Les propos que tenaient les députés de la majorité en 2012, notamment sur la loi de sécurisation des parcours professionnels, n'avaient rien à voir avec ceux qui tiennent aujourd'hui. Il y a eu une sacrée évolution. Et aujourd'hui, entendre en effet des députés socialistes nous dire qu'ils sont favorables à l'inversion de la hiérarchie des normes, à laquelle nous, aux Républicains, nous sommes favorables, puisque nous sommes favorables aux accords d'entreprise, vous l'avez dit très justement, vous entendre le dire... comprenez que ça surprenne votre propre électorat. Et quand je dis qu'il n'y a pas eu la pédagogie de fait, c'est que ce que vous venez d'expliquer, moi j'ai suivi le texte, on a passé suffisamment de temps ensemble en commission et dans l'hémicycle pour savoir précisément ce qu'il y a dedans. Mais c'était inaudible, tout simplement parce que c'est pas ce que vous aviez, entre guillemets, dans vos gènes, dans votre ADN de socialiste jusqu'à présent. Non. Et quand vous disiez tout à l'heure qu'il y a des bonnes choses dans cette loi, oui, la première version, souvenons-nous, nous, on était prêts à voter un certain nombre de dispositions. Mais il y a quand même dans ce texte des chiffons rouges. Alors, des chiffons rouges pour vous, mais des chiffons rouges aussi pour nous. Souvenez-vous, le texte originel, c'était donner plus de liberté aux entreprises. Pourquoi ? Pour qu'elles embauchent. Alors, je sais que vous n'aimez pas ces arguments-là, mais aujourd'hui, on a des entreprises qui craignent d'embaucher parce qu'il n'y aura pas suffisamment de souplesse autorisée si jamais ça va moins bien pour elles par rapport à leurs salariés. Vous avez dans ce texte-là des dispositions qui ne vont pas assez loin pour cela, mais moi je suis favorable. Vous savez, j'ai une circonscription dans laquelle 42% des salariés travaillent dans l'industrie. Je suis très très favorable à tout ce qui sécurise les parcours professionnels par la voie de la formation. Et donc dans cette loi, il y a quand même encore beaucoup de dispositifs qui font aujourd'hui dire aux entreprises, et notamment aux PME qui sont à 80%, celles qui embauchent, que le compte n'y est pas. Et notamment quand je parle de compte, vous parliez du compte personnel d'activité, il y a toujours ce compte personnel de la pénibilité. Heureusement. Qui est une bombe à retardement, vous le savez. C'est coûteux, ça va devenir injuste entre les salariés. Et en plus, c'est inapplicable. C'est tellement inapplicable que l'État ne le met même pas en œuvre dans sa propre fonction publique. Attendez. Non. Sur le compte pénibilité, c'est la reconnaissance par l'ensemble de la communauté nationale qu'il y a des métiers qui font que, parce qu'ils sont difficiles, lorsque un salarié part à la retraite, il a un nombre d'années à vivre en bonne santé moins long que d'autres. Prendre en compte cet enjeu-là, c'est essentiel. Le premier à l'avoir reconnu, c'est François Fillon avec Éric Woerth. Et j'ai remis un rapport. Oui, enfin, vous aviez mis avec un élément tellement intelligent, c'est qu'il fallait que les gens soient dans une situation de santé dégradée pour pouvoir attester de la pénibilité de leur métier. C'est le début de la réforme des retraites. Ça. Et c'était la première fois qu'on parlait des J'ai remis un rapport au Premier ministre justement sur la mise en œuvre du compte pénibilité, où nous avons fait le constat que nous étions en capacité de le développer pour peu que les branches professionnelles soient en capacité de développer des référentiels de branches qui aident les petites entreprises. Vous savez comme moi aujourd'hui que le problème... Mais non, moi, j'aimerais vous répondre. Il y a aujourd'hui une nécessité que de faire ces référentiels. Et pour avoir vu pendant les éléments... Benjamin, très rapidement, avant de lancer le sujet sur la manifestation. Sur l'article 2, vous savez, c'est très amusant ce que je viens d'entendre de la part de madame. C'est-à-dire que ça me rappelle une phrase, vous savez, Jules Huret interviewait le grand baron de l'acier, Schneider, en 1897. Beaucoup de références historiques. Ah oui, mais c'est intéressant. Attendez, c'est intéressant, vous allez voir pourquoi. Mais vous allez voir pourquoi. Vous savez ce que lui répondait Schneider lors de cette interview qui s'appelle Enquête sur la situation sociale en Europe, 1899. 1897, Schneider disait, si vous réglementez le travail des femmes et des enfants, vous allez dissuader
les patrons d'embaucher parce qu'ils ne pourront pas licencier. Fin du 19e siècle. Donc quand on nous dit que le monde du travail a changé, que les choses ont changé, c'est pas vrai. C'est toujours la même logique. Le code du travail, voyez-vous, ça a été une conquête de tout le 20e siècle. En 1906, en 1936, en 1968, ça a été extrêmement compliqué. Pourquoi il y a le code du travail? Parce que le code du travail, il prend acte du fait que dans l'entreprise, monsieur, il y a un lien de subordination entre le patron et le salarié. Oui. C'est pour ça qu'il y a besoin d'une loi. Attendez, vous me dites oui, très bien, sauf que vous, en inversant la hiérarchie des normes, vous faites que... Attendez, laissez-moi terminer. Vous faites que la loi, elle devient supplétive et que c'est l'accord d'entreprise qui devient l'alpha et l'oméga. C'est justement pour ça qu'on a construit le code du travail, parce que le rapport de force dans l'entreprise, il est défavorable aux syndicats et aux salariés. C'est pour ça qu'il y a une loi. Voilà. Et je vais vous dire un truc, en Espagne, qu'est-ce qui s'est passé? Où justement, il y a eu le décret pourri de Mariano Rajoy. On va en parler juste après. Ça serait une bonne preuve. Vous regardiez ce reportage, les opposants à la loi travail, donc on manifestait aujourd'hui, vous y étiez, Benjamin Amar, un front syndical donc composé de la CGT, mais pas qu'un, il y avait Force ouvrière, Solidaire, la FSU et plusieurs syndicats étudiants. Le défilé parisien entre Place d'Italie et Place de la Bastille a rassemblé 7500 personnes selon la police, 45 000 selon la CGT. Le défilé s'est déroulé encore une fois sous bonne surveillance policière. Reportage Pierre Leduff avec Aurélien Idéal. La date avancée dans le calendrier estival y est sans doute pour beaucoup. En cette 12e manifestation contre la loi travail, la mobilisation a faibli dans le cortège parisien où l'annonce du recours au 49.3 est perçue comme un aveu de faiblesse. On peut dire que le gouvernement est en situation de faiblesse et il est obligé, comme la dernière fois, de passer en force ce texte. Encore plus ressortir l'absence totale de légitimité. Ce qu'on voit, c'est qu'il se moque éperdument de ce que pensent des centaines de milliers de salariés, de ce que pense le monde du travail. Il se moque de ce que vit le monde du travail. Si cette manifestation est la dernière avant les congés d'été, les syndicats promettent de maintenir la pression sous une autre forme. Évidemment, cet été, il y a des initiatives de prévues sur le Tour de France, notre caravane des saisonniers, il y a déjà eu des péages, des opérations de péage gratuits et on donne rendez-vous à tous les mécontents à la rentrée. À Paris, en fin d'après-midi, les autorités évoquaient 7 interpellations, mais le cortège a globalement relié dans le calme la place d'Italie à Bastille. Les partis d'extrême gauche en sont sûrs, ce n'est pas la fin de la mobilisation. Et moi je crois que dans les semaines, dans les mois à venir, la mobilisation sociale ne va pas s'éteindre, elle va prendre peut-être d'autres formes. Elle va rebondir, que ce soit par les moyens de mobilisation ou aussi par les urnes. Je vous rappelle qu'il y a une élection. Je crois que ceux qui aujourd'hui prennent la responsabilité de faire passer une loi antisociale par le 49.3 vont le payer dans les mois à venir. Un dernier meeting intersyndical est prévu ce mercredi à Paris. Benjamin Amar, vous parliez d'incendie social. Dans un pays qui compte 66 millions d'habitants, mobilisés en tout, grosso modo, alors 45 000 selon la CGT à Paris, on dira 150 000 dans toute la France. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'incendie social, franchement? Alors écoutez, vous avez la mémoire courte. Vous ne vous souvenez pas des cris d'orfraie et des cris de Vestal outragés depuis 4 mois. Attendez, on bloquait le pays. Alors c'est rigolo parce que quand le pays est bloqué, c'est inacceptable, on bloque le pays. Quand le pays n'est pas bloqué, mais alors comment ça se fait? Mais tout va très bien. Attendez. Non, je parle du niveau de la mobilisation. Non, mais attendez, je vous le dis. Il n'y a pas d'essoufflement. Moi je veux bien. Ça fait 4 mois, je l'ai déjà dit sur un plateau, je vais le redire. Ça fait 4 mois qu'on est essoufflé. Attendez, je m'inquiète, je vais aller voir mon médecin, je vais choper une pneumonie. Ça fait 4 mois que je m'essouffle, et mes camarades aussi. Arrêtez. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On a été à notre 12e journée de mobilisation. 12e journée de mobilisation. D'abord, il y a des gens qui ont fait plusieurs fois grève. Ça commence à se ressentir. Donc ils ont été moins nombreux aujourd'hui. Financièrement, ça commence à coûter cher. Ensuite, il y a eu les départs en vacances. On est au début de l'été quand même. Il y a aussi des gens. Attendez, parce que pour aller à la manifestation, c'est comme les 12 travaux d'Hercule. Hein. Il y a plein de stations de métro qui sont fermées. Moi, j'ai été palpé 3 fois. Aujourd'hui. Même Philippe Martinez a été palpé le 28 juin. Fouille au corps. C'est quand même des conditions. Attendez, le secrétaire général de la CGT, palpé. Benoît Frachon disait, la CGT, c'est cette vieille dame que certains n'aiment pas, mais que tout le monde respecte. C'était en 1950. Visiblement, aujourd'hui, on se permet de palper au corps le secrétaire général de la CGT. C'est des conditions pour manifester qui sont extrêmement particulières. Ça rebute des gens. Pour autant, ça fait 4 mois. 4 mois que vous avez énormément de gens dans les rues. Vous avez un mouvement qui est extrêmement ancré. Alors là, arrive la période estivale, on va s'adapter.
s'adapter, il va y avoir le Tour de France, on va aller à la rencontre des salariés, il va y avoir... des péages gratuits par exemple, dans le Puy-de-Dôme, voilà, vous avez eu ce week-end dans le Puy-de-Dôme et dans les Bouches-du-Rhône des opérations de péage gratuits. Vous avez eu une opération comment dire, la Tour Eiffel était joliment habillée ce matin avec une banderole qui a été déployée, stop à la loi travail. On va avoir des initiatives de ce type. Moi, j'étais avec mes camarades du Val-de-Marne dans un centre commercial il y a quelques jours. On est rentré dans le centre commercial, on a fait de la votation citoyenne et à la rentrée, on se redonne rendez-vous. Mais en tout cas, on va être clair. La CGT, Force ouvrière, la FSU, Solidaire, les organisations de jeunesse, on est vent debout contre la loi scélérate. On ne lâchera rien. Alors, on va revenir sur le fond de la loi scélérate, comme vous dites. Christophe Sirugue, plus sérieusement, un amendement donc proposé par 130 députés socialistes, des frondeurs, mais pas que. Il y avait des députés socialistes favorables aussi à la loi travail. Hein. Cet amendement n'a pas été accepté. En gros, on proposait de maintenir à 25% au lieu de 10% le taux de majoration des heures supplémentaires. Ça n'a pas été accepté. Il n'y a pas eu de compromis. Le compromis, c'est arrivé trop tard? Qu'est-ce qui s'est passé? Je rappelle quand même que le contenu de cet amendement, je l'avais proposé il y a un mois. Oui, bien sûr. Les mêmes qui l'ont signé là m'avaient signifié que c'était nul et non avenu, puisqu'ils voulaient le retrait de l'article 2. Donc je trouve quand même curieux qu'on nous explique 3 heures avant le début de l'examen du texte qu'on a un amendement, alors qu'on nous a parlé de plein d'autres sujets légitimes, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais qu'un amendement sur les heures supplémentaires réglerait toutes les difficultés qu'ils ont exprimées sur l'article 30, sur l'article 11, sur l'article 44. Enfin, à un moment, je pense qu'il faut qu'on soit quand même lucide. Et ce qui a été dit ce matin à l'intérieur du groupe politique auquel j'appartiens, c'est on a fait des avancées, on a entendu des évolutions, on a tenu compte. Nous avons reparlé de la place de la branche. Mais nous expliquer que cet amendement de dernière minute, c'est l'amendement qui va permettre de trouver tous les compromis, je pense que ce n'était pas acceptable et ça a été dit comme tel. Oui, moi je regrette vraiment cette histoire parce que notre position, c'est que nous souhaitons que ça se décide le plus près possible du terrain. Nous pensons que la France est bloquée par le fait que l'initiative locale et dans les entreprises et dans les PME n'est pas possible. En revanche, le fait de donner une liberté sur le temps de travail, mais de réduire le salaire par les heures supplémentaires de ces éventuels salariés qui sont en heures supplémentaires, là je pense que c'est une faute de quart et je ne la comprends pas. Nous, ce que nous pensons, c'est que il faut que l'on puisse travailler plus. Les 25%. Oui, mais nous avions également une proposition qui est de dire, et il faut que ce soit compensé par le fait qu'on ne paye pas forcément de charges sociales sur ces heures supplémentaires, pour que ça ne coûte pas plus cher à l'entreprise. Effectivement, que l'entreprise soit plus compétitive avec des heures supplémentaires qui ne coûtent pas plus cher, mais par contre que le salarié n'en fasse pas les frais. Je ne comprends pas, là je ne vais pas me mêler des affaires internes au Parti Socialiste, mais vous voyez bien que vous répondez sur une question dont vous étiez d'ailleurs vous-même plutôt le défenseur, vous répondez par de l'argutie politicienne, alors que le fait que ça arrive... Non, mais je le dis parce que... Arrêtez de donner des leçons. Non, attendez, mais je ne donne pas des leçons. Depuis tout à l'heure, vous donnez des leçons. Mais je ne donne pas des leçons. Arrêtez, c'est bon, vous n'êtes pas mon prof d'éco, j'en ai eu un, et vous n'avez pas de leçons à me donner. Donc vous développez vos arguments, mais arrêtez, c'est insupportable. Écoutez, si vous trouvez vraiment... attendez, depuis tout à l'heure, c'est des leçons, c'est bon. Mais non, on est capable aussi de comprendre l'économie, vous inquiétez pas. Bah écoutez, je suis ravi, mais des fois j'en doute. Mais j'en doute parce que quand même... écoutez, alors regardons les chiffres du chômage, si vous voulez me donner une leçon d'économie. Et je vous dis solennellement ici que ça ne va pas mieux. Et j'ai enseigné l'économie pendant 20 ans. Donc on ne va pas faire ici le coup. Je suis en train de vous dire qu'il est dommage que alors on va parler d'autre chose, l'inversion des normes par exemple, parce que je vais également m'adresser aux collègues qui sont des républicains, il est quand même anormal que sur un sujet sur lequel il aurait pu y avoir consensus entre formations politiques, eh bien ça se passe soit pas du tout, soit ça se passe en force, ça se passe avec... Oui, mais je connais l'explication technique, ne vous inquiétez pas. Ce que je dis simplement, c'est que ça ne réconcilie pas les Français avec la politique. Et qu'on ne pourra pas continuer comme ça. Parce qu'il est exact, malgré tout, que la CGT a raison de dire qu'il y a des sondages qui montrent que la majorité des Français ne sont pas favorables. Or, en fait, ces mesures, on en a besoin. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé en première lecture. Nous, on a fait notre travail au groupe Les Républicains. On a déposé un certain nombre d'amendements à partir du texte qui nous a été soumis. On a pu discuter de l'article 1.
L'article 1, nous, qu'on aurait aimé voir inscrit dans le Code du travail, qui aurait rappelé les fondamentaux des droits et des devoirs des entrepreneurs et des salariés dans les entreprises. Cet article 1, souvenez-vous, il est devenu en fait création d'une commission qui va réfléchir à la réécriture du Code du travail. Ensuite, on est arrivé à l'article 2, le fameux article sur l'inversion de la hiérarchie des normes. Et là, en effet... Donc il donne la prééminence aux accords d'entreprise sur les accords de branche. Nous y étions favorables, mais c'est à l'intérieur du groupe majoritaire que les dissensions se sont fait jour. Et donc, il n'y a pas eu moyen ensuite de travailler et d'avancer. Moi, je le regrette. Vous avez le droit de parler des dissensions au Parti Socialiste, je vous félicite. Moi, j'ai pas le droit de le faire, vous avez le droit de le faire. Article par article, parce que comme vous l'avez dit très justement, sur les travailleurs détachés, sur la santé au travail, sur un certain nombre de dispositions qui avaient notamment à la fin du texte, mais dont personne n'a plus jamais parlé, il y avait possibilité de voter article par article. Nous, Républicains, on faisait le travail. On a juste constaté que c'était à l'intérieur de la majorité qu'il y avait des dissensions, que l'on comprend. Et nous, ce qui nous peine dans cette affaire-là, c'est qu'il y a 6 millions de chômeurs. Voilà. Et nous sommes d'accord sur ce point. C'est assez insupportable et on espérait peut-être, à l'origine, que cette loi aurait été de nature à redonner des libertés aux entreprises pour qu'elles puissent retrouver de la compétitivité et donc embaucher, parce que c'est le b.a.-ba. Benjamin, donc sur cet article 2, le gouvernement dit c'est plus de souplesse, cette marge de manœuvre aux entreprises afin qu'elles puissent adapter leur fonctionnement en fonction de leur activité économique et des contraintes du secteur. Vous pouvez le comprendre. Alors, tout à fait. D'abord, premièrement, tout à l'heure, j'étais très sérieux quand je parlais de la loi Scélérat. C'est très très sérieux. C'est fort. Oui, c'est fort, mais autrement, ça ferait pas 4 mois qu'on est dans la rue. Donc, c'est une loi Scélérat. Maintenant, écoutez, juste je signale ce tweet de Bertrand Laprey. Finalement, pour la loi travail, il aurait fallu un référendum. On a bien vu avec le Brexit que ça règle tous les problèmes. Alors, bon, certes, mais alors donc pour revenir, juste si je pouvais continuer mon intervention là-dessus. Ça fait rire Christophe. Oui, certes. Attendez, j'aimerais juste terminer là-dessus. Donc, rappelons quelques chiffres quand même. Il y a 600 000 intérimaires en France. D'accord ? Il y a il y a un paquet de types de CDD. Vous avez les contrats, les CDD seniors, les contrats de chantier, les contrats à mission définie. Vous avez les saisonniers. Bon, vous avez 335 000 ruptures conventionnelles qui permettent de contourner les prud'hommes, qu'on ne peut donc plus vraiment présenter comme un tribunal des enfers pour les employeurs. Donc si vous voulez, le Code du travail, il a été sérieusement démantelé ces dernières années. Ça suffit, c'est une conquête sociale. Il ne nous a pas été donné comme ça, il n'est pas descendu dans nos bras, il a fallu aller le chercher, il faut le défendre. Ça sert à ça, un syndicat, à défendre une conquête sociale. Effectivement, le monde du travail était violent auparavant, il est toujours très violent aujourd'hui. Et vous savez, pour les employeurs, il faut quand même rappeler, la France, elle a la médaille d'or pour la rétribution des dividendes aux actionnaires en Europe. Plus 30% au deuxième semestre 2014, contre plus 4% en Allemagne. Alors écoutez, on a bien vu, on va en parler tout à l'heure, ce que ça a donné de casser le code du travail en Allemagne, en Espagne, en Italie. Donc voilà, on ne touche pas à ça, c'est une conquête sociale et je maintiens, les Français ont très bien compris ce qui se passe et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas de la loi. Donc vous en parliez, la France n'est pas le seul pays européen à avoir engagé une réforme de son code du travail. L'Allemagne, l'Italie et l'Espagne ont également profondément remanié leurs règles dans ce domaine. L'Allemagne avec les lois Hartz, c'était en 2003 avec Gerhard Schröder, la création des mini-jobs à 400 €. L'Italie, plus récemment, avec Matteo Renzi, la mesure principale, c'est la création d'un CDI à droit progressif avec licenciement, facilité les 3 premières années et exonération de charges sociales pour l'employeur jusqu'à 24 000 €. Et en Espagne, vous en parliez aussi, Mariano Rajoy est passé en force en 2012, en court-circuitant les syndicats qui n'ont même pas été consultés pour tenter de faire reculer un chômage atteignant alors 25%. Le gouvernement a mis l'accent sur la flexibilité, d'abord en assouplissant considérablement le licenciement économique, possible en cas de perte effective, mais aussi de perte anticipée par une entreprise. Ensuite, la réforme fait désormais primer, elle aussi, les accords d'entreprise sur les accords de branche pour moduler les salaires et le temps de travail. Question toute simple, Robert Rochefort, la loi travail a-t-elle été recommandée par Bruxelles? Évidemment non, c'est stupide de dire une chose pareille. Ce que Bruxelles dit, c'est qu'il faut que les pays se réforment, c'est leur intérêt propre. Et je suis d'accord avec cela. Alors vous avez raison de dire que tous les pays réforment leur code du travail et que la France a vraiment beaucoup de mal à le faire. Quand il y a aujourd'hui 90% des embauches
qui se font en CDD, c'est tout de même qu'il y a un problème. C'est pas uniquement parce qu'il y a des patrons qui sont des méchants patrons. C'est parce que effectivement, le contrat tel qu'il est dissocié en France entre le CDD et le CDI ne permet pas que la régulation se fasse normalement. Alors maintenant, parlons effectivement de ce qui se passe en Europe. Parlons de l'Espagne. Pour moi, l'Espagne n'est pas un modèle. Vous savez pourquoi c'est pas un modèle? Parce que la vraie réforme du travail en Espagne, c'était une baisse de 30% des salaires. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'Espagne est en train de redevenir compétitive et nous pique des marchés. Quand vous regardez aujourd'hui ce qui se passe, regardez par exemple, l'ensemble des marchés des boissons est devenu déficitaire avec l'Espagne alors que nous étions excédentaires. L'Allemagne, c'est effectivement différent. L'Allemagne n'est pas pour moi un modèle. Mais l'Allemagne, il y a quand même le taux de chômage qui est le plus faible en Europe. Quant aux Anglais, s'ils ont voté le Brexit, on a rééquilibré les choses. C'est une très bonne chose. Quant aux Anglais, vous savez quand même que ceux qui ont voté pour que l'Angleterre quitte l'Union européenne, c'est parce qu'ils trouvent que l'Union européenne n'est pas assez libérale. Et vous avez peut-être entendu que hier, le ministre de l'économie britannique a dit qu'il voulait réduire l'impôt sur les sociétés à 10% de façon à garder les entreprises en Angleterre. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes dans un monde sans pitié où effectivement, si on ne se réforme pas, et si nous, au niveau européen, nous ne cherchons pas malgré tout à avoir une certaine cohérence, c'est pour ça, par exemple, qu'il faut revoir la directive sur les travailleurs détachés, qui est quelque chose qui marche extrêmement mal, et il faut absolument que nous le fassions. C'est un combat qui se fait partout, mais si la France, demain, veut continuer à compter, moi, je vous dis qu'il faut qu'elle se réforme. Je vous dis qu'il faut qu'on crée des emplois. Je vous dis qu'il faut que le chômage diminue. Il faut que, par exemple, s'il y a des entreprises, je le dis aux représentants de la CGT, s'il y a des entreprises qui veulent quitter l'Angleterre à cause du Brexit pour s'installer en France, il faut qu'elles soient capables de considérer qu'elles pourront se développer en France, qu'elles feront de l'activité, qu'elles embaucheront, etc. La plus grande des injustices aujourd'hui, c'est le chômage dans notre pays. C'est pour ça qu'il faut le réformer. Vous voyez acquiescer, vous êtes plutôt d'accord sur la directive sur ce phénomène aussi européen. Moi, je me méfie beaucoup des comparaisons de chômage qui sont faites ici. On va vers plus de flexibilité. Non, tout simplement parce que à la fois les contrats qui ont été développés, que ce soit en Italie d'ailleurs ou que ce soit en Allemagne, sont des contrats qui font qu'avec quelques heures, et en Angleterre également, avec quelques heures, vous êtes considéré comme ayant un emploi. C'est pareil en France, hein. Vous sortez de la catégorie. Oui, attendez, sauf que nous... Les stages Hollande, c'est ça. Sauf que nous, on n'a encore pas, jusqu'à preuve du contraire, un contrat unique, tel qu'il est porté par quelques-uns, qui est en gros la déclinaison de cet élément-là, en tout cas en Italie. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous faites des chômages... Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, dans notre pays, nous avons une multiplication des CDD, et à l'intérieur des CDD, nous avons une multiplication des CDD de très courte durée, d'une semaine ou de moins d'une semaine. Et que donc, si nous voulons impérativement travailler sur ces enjeux-là, il faut que nous réfléchissions à savoir comment on se comporte par rapport à ces éléments-là. Quand tout à l'heure, je parlais d'évolution du monde du travail, il a été dit par le représentant de la CGT, à juste titre, qu'il y avait une explosion aujourd'hui des ruptures conventionnelles. Je rappelle que les ruptures conventionnelles, elles ont été mises en place par les partenaires sociaux. Ce sont les partenaires sociaux qui l'ont inventé. Mais aujourd'hui, telles qu'elles sont utilisées, c'est pas l'esprit des partenaires sociaux de l'origine. Ah oui. C'est aujourd'hui des ruptures conventionnelles qui servent à régler à peu près tout ce qui doit être réglé à l'intérieur de l'entreprise, avec un employeur qui veut se séparer d'un salarié, un salarié qui veut faire une reconversion professionnelle. Enfin bref, on a tous les usages qui sont faits par rapport à ça. Donc, considérer qu'il n'y a pas d'évolution dans le monde du travail, considérer qu'il n'y a pas d'évolution auquel nous devons à un moment nous confronter, me semble être à la fois dangereux. Et quand tout à l'heure il est dit faut pas toucher au code du travail, mais bien évidemment qu'il faut pas toucher au code du travail, mais considérer que le code du travail il est immuable à ce point qu'il ne répond plus aux difficultés que l'on côtoie aujourd'hui, me paraît être une erreur. Réponse très rapidement. Première chose, d'abord, et j'ai jamais dit qu'il faut pas toucher, j'ai dit qu'il faut renforcer. C'est pas pareil. Nous, à la CGT, si on avait pu être un peu plus entendu du gouvernement, on a le code du travail du 21e siècle. Alors, fatalement, il ne consiste pas à liquider ou en tout cas à affaiblir le code du travail, mais à le renforcer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je rappelle qu'il y a un rapport du FMI qui a dit, il y a quelques mois de ça, que casser le code du travail, la réglementation sociale du travail, ça ne crée pas d'emploi. Enfin bon. Ensuite, maintenant, regardons un petit peu certains pays. Effectivement, en Allemagne ou dans d'autres pays, les chiffres du
chômage sont meilleurs. Enfin, rappelons qu'en Allemagne, il y a une crise démographique qui est terrible et qui fluidifie considérablement le marché du travail. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que si les chiffres du chômage vont mieux, les chiffres de la précarité, eux, ils sont aussi intéressants. L'Institut Buckler a dit qu'en Allemagne, il y a 40% des travailleurs qui ont, depuis les lois Hartz, donc l'équivalent, hein, il y a 15 ans, on a explosé le code du travail en Allemagne, eh bien, depuis... Oui, donc les lois Hartz, hein, on a explosé, voilà, toute une série de législations qui protégeaient le marché du travail. Eh bien, on a quoi? On a 40% des travailleurs allemands qui sont dans des emplois atypiques, c'est-à-dire CDD, job ubérisé, contrat à temps partiel, etc. En Espagne, Mariano Rajoy, mais attendez, c'est intéressant, 5 millions de salariés espagnols sont désormais exclus des conventions collectives depuis le décret pourri de Mariano Rajoy. Et les cuisiniers dans la restauration ont vu leur rémunération divisée de 50%. Ah ben, on négocie au plus près des entreprises. C'est intéressant pour les salariés. Et le seul argument, c'est un chantage à l'emploi. Non mais attendez, c'est ça qu'on propose aux gens. Vous trouvez que ça va mieux? Isabelle Le Callennec. Vous trouvez que c'est une solution pour les gens de proposer ce que vous leur proposez? En Espagne, de la baisse des salaires qui me semble une très mauvaise chose. Et ce que vous proposez, c'est intéressant, donc. C'est ça qu'on peut dire aux gens. On va dire aux gens ça. Écoutez, acceptez pour la compétitivité des entreprises. Acceptez que vous aurez un boulot. Je ne veux pas que les jeunes payés, vous n'arriverez pas à finir vos fins de mois, mais ça ira comme ça. Non, mais c'est une plaisanterie. Sauf qu'en Espagne, c'est pas des accords majoritaires. Je me permets de le rappeler. Mais enfin, c'est l'équivalent. Ça consiste à casser le code du travail. Des accords majoritaires. Ça consiste à casser et le semestre européen. Et le semestre européen, contrairement à ce qu'a dit monsieur, demande aux États membres de faire en sorte qu'on négocie au plus près des entreprises. Encore une fois, dans les comparaisons. Le semestre européen a dit clairement. Encore une fois, dans les comparaisons, comparer ce qui est comparable. Le semestre européen, monsieur, demande aux États membres de faire en sorte qu'on négocie au plus près des entreprises. C'est écrit noir sur blanc. Et c'est ce que vous faites. Mais moi, ça ne me gêne pas. En Espagne. Mais moi, ça ne me gêne pas. Non. Comme Matteo Renzi. Comme Hart il y a 15 ans, monsieur. Ce semestre européen ne vous dit pas comment il faut le faire. Mais il demande de le faire. Mais il a raison. Ah ben voilà. Il a raison, négocier au plus près des entreprises. Voilà, mais au moins le désaccord est clair. Mais merci monsieur au moins de reconnaître de négocier au plus près des entreprises, c'est comme ça qu'on crée. Voilà. Et donc en Espagne, 5 millions des salariés sont exclus des conventions collectives. Merci. Ça n'a rien à voir. Par décision unilatérale de l'employeur. Et en France, il reste 6 millions de personnes inscrites comme demandeurs d'emploi. Moi, je veux rappeler que ces exemples européens, ils prouvent qu'il n'y a pas de fatalité face au chômage. Et que si on prend les bonnes mesures, et c'est ce qu'il faut qu'on fasse dans notre pays, on arrive en effet à réduire le chômage qui est, comme vous l'avez dit, je partage, la première des inégalités sociales. En Allemagne, les jeunes, c'est 8% de taux de chômage. En France, dans notre pays, et c'est pour ça qu'ils étaient dans la rue, c'est 25%. Et pourquoi? Parce que vous disiez tout à l'heure sur les contrats à durée déterminée, il n'y a pas de visibilité pour les entreprises aujourd'hui. C'est pour ça que l'intérim prospère. C'est pour ça que les CDD prospèrent. C'est que quand vous êtes chef d'entreprise et que vous avez une charge de travail, que vous n'avez pas de visibilité à au-delà de 2 mois, 3 mois, ce qui est le cas très souvent aujourd'hui, notamment dans le bâtiment ou dans l'industrie, eh bien vous faites avec les moyens dont vous disposez. Et ce qu'il faudrait, et les entreprises y reviennent sans arrêt, mais manifestement, personne ne veut les entendre, en tous les cas pour ceux qui aujourd'hui sont à responsabilité, j'espère que ce ne sera pas les mêmes demain, c'est une baisse des charges, vous l'avez dit, on n'est pas tout seul en Europe. On a des concurrents. On appelle ça cotisation, c'est mieux quand même. On est sur un marché qui est mondial, je pense en particulier à nos entreprises industrielles. Si on ne se bat pas avec des armes similaires, on n'y arrivera jamais. Et quant à ce qui se passe en Angleterre, le nivellement par le bas. Je veux rappeler, moi j'ai des tas d'entreprises de ma circonscription qui me disent aujourd'hui, et pardonnez-moi d'y revenir, avec le compte pénibilité, on est en train de tirer une balle dans le pied de toutes les entreprises françaises et on n'ose plus dire à nos donneurs d'ordre ou quand on fait partie d'un groupe étranger qu'on est en train de mettre ça en France parce qu'il n'y aura plus aucune décision de développement de nos industries dans le territoire français les salariés et les entreprises. Et on délocalisera. Mais non, je n'oppose pas. Sauf que vous êtes en train de m'expliquer. S'il n'y a pas de compétitivité des entreprises, il n'y a pas de travail. Vous avez évoqué, et c'est en ça qu'on est très différents. C'est en ça qu'on est très différents, la gauche et la droite. C'est que pour nous, si les entreprises ne peuvent pas créer d'emplois, on a de plus en plus de mal à voir la différence. Les demandeurs d'emploi qui en seront les premières victimes et les ouvriers et les employés. Tout à l'heure, vous évoquez la comparaison avec les jeunes en Allemagne. Et vous nous expliquez que c'est formidable parce que le taux de chômage des jeunes est faible. Est-ce que vous avez vu ce qu'étaient les contrats proposés à ces jeunes en Allemagne? J'ai surtout vu qu'en Allemagne, on avait opté pour l'alternance et que l'alternance à 80%. Est-ce que vous avez vu la nature des contrats? Est-ce que vous avez vu, il se trouve que, et vous le savez, je travaille énormément sur les questions de précarité, puisque j'ai publié plusieurs rapports là-dessus. Est-ce que vous avez vu
ce que représente aujourd'hui le salaire que l'on propose à ces jeunes, aux alentours de 500 €. Et m'expliquer que cette situation-là... Vous préférez des jeunes au chômage? Mais madame, je ne préfère pas des jeunes au chômage. Je ne veux pas de ce modèle-là. Dans notre pays, je considère que nous devons accompagner les gens. Madame, messieurs, parlez pas en même temps. Touchez pas au code du... Ah non, j'arrêterai pas. Non, pas par contre, je vais pas... Non, mais... Ah oui, des archaïsmes. Benjamin Hamar, c'est un archaïsme, bien sûr. Benjamin Hamar, pas vouloir le faire bouger. Je veux répondre sur cette... Benjamin Hamar, alors dans cette émission, on a l'habitude de faire parler nos sentinelles citoyennes. On a Alexandre Marcel qui s'impatiente. Vous aviez une question, une réflexion d'abord et une question? Oui, exactement. En ayant recours une nouvelle fois au 49.3, le gouvernement ne montre pas l'exemple d'une belle démocratie. Et on s'inquiète de la montée des extrêmes, et pourtant l'usage du 49.3 n'ouvre-t-elle pas une porte à toutes les formes d'extrémisme? Donc moi, ma question, elle est, n'avez-vous pas l'impression que le gouvernement joue avec les extrêmes, peut-être sans le vouloir, avec l'utilisation du 49.3 sur une loi travail et sans majorité parlementaire? Parce que l'utilisation du 49.3, et c'est ce qui est inquiétant pour notre démocratie, c'est qu'on a élu des députés pour qu'ils votent des lois. L'utilisation des 49.3, c'est on passe par-dessus les députés. Pourquoi est-ce que aujourd'hui, au lieu de démissionner, du moins, puisque personne ne veut démissionner, parce que c'est quand même assez grave ce qui se passe là, pourquoi est-ce qu'on ne dissout pas l'Assemblée nationale pour voir une bonne fois pour toutes vers où les électeurs veulent voter ou souhaitent voter? Utiliser le 49.3 devrait être inconstitutionnel dans une démocratie comme la nôtre. C'est ça la réalité. Alexandre Marcel. Juste pour répondre. Oui. Pour répondre sur ce point. Il y a des... Non, mais pour répondre sur ce point, la France est le seul pays continental qui n'a pas de proportionnel dans sa représentation parlementaire. Et nous nous retrouvons avec une représentation de parlementaire qui n'est pas représentative de l'électorat de la France. Alors sur la question de l'Allemagne, je ne peux pas laisser très rapidement. L'Allemagne, c'est pas d'abord pour des raisons démographiques que le chômage jeune est différent. C'est parce qu'ils ont fait le choix de l'apprentissage depuis extrêmement longtemps. Et l'apprentissage, ça veut dire des jeunes qui sont en rapport avec les entreprises, qui apprennent un métier, et des entreprises qui sont effectivement beaucoup plus près de la formation. En France, vous le savez très bien, l'apprentissage patauge, l'apprentissage a reculé au cours des premières années de ce gouvernement. Ah bon. Mais si, il y a une crise démographique, mais c'est pas le sujet. Ah bon? Le sujet, ça fluidifie pas le marché du travail. Vous permettez, le sujet, c'est que quand on forme par apprentissage des gens pour des métiers qui n'existent plus, comme dans certaines régions en France, ou dans d'autres endroits, où on ne forme pas des gens dont on a besoin, ce sera le mot de la fin. Parce qu'il n'y a pas un contrat des entreprises. Ce sera le mot de la fin. Et j'espère que la réforme des régions permettra au moins que sur ce point, on s'améliore. Ça sera le mot de la fin. La loi travail, adoption définitive, le 22 juillet. Le 20, normalement. Le 20 juillet. Donc, dernière navette au Sénat, elle revient. Le 20 juillet, la rentrée. Ah bah, on n'a pas encore les dates, mais il va y avoir des initiatives tout l'été. Et Philippe Martinez l'a dit, on se retrouve à la rentrée sans problème. Merci à vous quatre, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. Ce sera le mot de la fin. Merci d'être venus. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, 19h30, pour Ça vous regarde. Bye bye.